Personne ne vous a dit le côté sombre du stoïcisme, et pourtant il existe bel et bien. Chers abonnés de Visiolophie, vous qui me suivez pour approfondir ensemble la pensée philosophique et apprendre à l'appliquer dans la vie quotidienne, je vous propose aujourd'hui une réflexion un peu différente. Une exploration de ce que j'appelle provisoirement le côté sombre du stoïcisme. Pourquoi avoir choisi un titre aussi provocateur? Eh bien, tout simplement parce que lorsque l'on étudie intensivement une philosophie, a fortiori aussi riche et respectée que le stoïcisme, on finit toujours par découvrir des limites, des contradictions, des travers potentiels. C'est un phénomène normal pour toute doctrine, toute école de pensée. Et c'est précisément parce que nous l'aimons et la pratiquons que nous voulons la comprendre dans toute son étendue, y compris ses angles morts. On associe souvent le stoïcisme à des figures emblématiques telles que Marcus Aurelius, Sénèque ou encore Épictète. Ces hommes ont marqué l'histoire par leur force de caractère, leur sagesse et leur capacité à surmonter les vicissitudes de l'existence. L'image qui nous en est parvenue est celle d'individus équilibrés, presque surhumains, qui parviennent à garder un calme olympien même dans les pires épreuves. Et à juste titre, leurs écrits, leurs lettres, leurs maximes ont traversé les siècles pour inspirer des générations entières de philosophes, d'artistes, d'hommes politiques ou de citoyens ordinaires en quête de stabilité intérieure. Cependant, comme toute philosophie, le stoïcisme est le fruit d'une époque et d'un contexte culturel précis. Il est né dans la Grèce antique et s'est développé sous la Rome impériale. Il s'est inséré dans un univers où les structures sociales, la conception de la vie publique et les mentalités collectives différaient considérablement de ce que nous connaissons aujourd'hui. Par ailleurs, en tant que système de pensée complet, il ne peut pas tout résoudre à lui seul. Certains principes stoïciens, lorsqu'ils sont mal interprétés ou appliqués à l'excès, peuvent donner lieu à des dérives. De plus, il arrive que, dans notre monde moderne saturé d'informations, de stress et d'interactions sociales virtuelles, certaines clés du stoïcisme demandent des ajustements sous peine de se révéler contre-productives ou inapplicables. Je vous propose donc un voyage en plusieurs étapes. Comprendre pourquoi le stoïcisme suscite toujours autant d'admiration et de fascination. Identifier les exigences parfois extrêmes qu'il impose et se demander si elles sont réellement adaptables à tous. Mettre en évidence les risques que présente le détachement émotionnel lorsqu'il est mal compris. Comparer la philosophie stoïcienne antique aux défis du XXIe siècle pour voir où les limites apparaissent. Analyser comment les interprétations modernes, voire marketing, peuvent trahir l'esprit originel des stoïciens. Découvrir les contradictions et imperfections des grands maîtres eux-mêmes, ce qui rend finalement la philosophie plus humaine. Enfin, proposer des pistes concrètes pour appliquer le stoïcisme de manière équilibrée, en tenant compte des réalités d'aujourd'hui. J'espère que vous trouverez dans cette exploration de quoi enrichir votre propre pratique du stoïcisme ou votre curiosité philosophique. Mon intention n'est pas de dénigrer cette philosophie, loin de là. Au contraire, je souhaite l'examiner sous un angle critique et bienveillant à la fois, afin qu'elle demeure une alliée solide dans notre quête de l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. À mes yeux, soulever les limites et les ambiguïtés d'une philosophie, c'est l'aimer assez pour vouloir la comprendre en profondeur. Dans ce sens, nous restons fidèles à l'honnêteté et à la rigueur intellectuelle, valeurs chères aux stoïciens. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, en commençant par la première étape. Pourquoi le stoïcisme fascine autant? Peut-être que dans cette réponse réside déjà une partie du côté sombre que personne ne nous a réellement expliqué. Chapitre 1. Pourquoi le stoïcisme fascine autant? Pour comprendre à quel point le stoïcisme, malgré plus de 2 millénaires d'existence, connaît toujours un succès retentissant, il faut d'abord se pencher sur son cœur conceptuel. L'idée d'apprendre à maîtriser ses émotions pour atteindre un état de sérénité à toute épreuve. Mais ce n'est pas seulement la promesse de la paix intérieure qui séduit, c'est aussi la possibilité d'affronter le chaos de la vie avec courage et grandeur d'âme. 1. Une promesse de sérénité au milieu du chaos. Les stoïciens ont identifié un principe clé. On ne peut contrôler que ce qui dépend de nous.
Ils insistent pour que l'individu fasse la distinction entre ce qui relève de sa volonté et ce qui lui échappe totalement, fortune, réputation, hasard, action d'autrui, etc. Cette distinction est souvent évoquée sous la forme dichotomie du contrôle. Si un événement ne dépend pas de moi, je ne peux pas m'en inquiéter outre mesure, car mon inquiétude n'y changera rien. Dans nos sociétés modernes, confrontées à une avalanche permanente de mauvaises nouvelles, de problèmes sociaux et de responsabilités individuelles, cette idée est terriblement séduisante. La simple pensée que l'on peut lâcher prise sur tout ce qui ne dépend pas de nous pour se recentrer sur ce que nous pouvons véritablement améliorer, nous-mêmes et nos décisions, semble offrir une bouffée d'oxygène. Beaucoup de gens s'y accrochent avec enthousiasme, y voyant un moyen de retrouver un sentiment de contrôle dans un monde qui paraît hors de contrôle. 2. Un guide moral universel. Le stoïcisme propose une éthique simple, exigeante, mais universelle. Développe ta vertu, sois droit, intègre, accompli, et surtout, sois une bonne personne, quoi qu'il arrive. Ce principe n'est pas tellement différent de bien des philosophies ou religions, mais il présente la particularité d'être fondé sur la rationalité et le pragmatisme plutôt que sur un dogme religieux. Qu'on soit croyant ou non, on peut se reconnaître dans des valeurs comme la justice, la tempérance, le courage, la sagesse. La vertu, au sens stoïcien, consiste essentiellement à aligner ses actes sur la raison et la nature pour accomplir ce qui est juste. Cette perspective séduit parce qu'elle n'exige pas d'appartenance à un culte ou à une tradition précise. Tout le monde peut se réclamer d'une morale rationnelle, universelle, indépendante des caprices de la fortune ou du statut social. Dans les sociétés laïques ou pluralistes, c'est un puissant dénominateur commun. 3. Une philosophie de l'action. Contrairement à certaines écoles philosophiques plus spéculatives, le stoïcisme s'est toujours voulu pratique. Le stoïcien est encouragé à agir dans le monde, à remplir son rôle social, à faire de son mieux selon les circonstances, sans se perdre dans des débats métaphysiques sans fin. Il doit exercer son art de vivre quotidiennement, par l'examen de conscience, par la maîtrise de soi, par la réflexion sur la mortalité et la fragilité de la vie. Cette approche très concrète est particulièrement adaptée à ceux qui cherchent des solutions tangibles à leurs problèmes. On lit souvent Sénèque comme un coach de vie, un mentor qui nous parle à la première personne et nous explique comment réagir face à la colère, l'insulte ou la mort d'un proche. Dans un monde où le développement personnel est devenu un marché florissant, le stoïcisme apparaît comme l'ancêtre légitime et respecté de toutes ces techniques d'auto-amélioration. 4. L'aura de figures historiques légendaires. Lorsque l'on évoque le stoïcisme, on pense tout de suite à des noms célèbres. Marcus Aurelius, empereur romain, symbole d'un leadership éclairé, capable de résister à la corruption du pouvoir grâce à sa force morale. Sénèque, philosophe, homme politique, dramaturge, éminemment cultivé, dont les lettres et traités ont influencé des générations d'esprits brillants. Épictète, esclave affranchi, qui a prouvé que la sagesse stoïcienne transcende la condition sociale et peut s'appliquer même dans l'adversité la plus dure. Ces figures ne sont pas de simples personnages mythiques, mais des personnes réelles, ayant fait l'expérience du pouvoir, de la richesse, de la souffrance, de la contrainte. Ils ont écrit ou dicté des textes dont le ton semble toujours vibrer d'une sincérité à la fois humble et inspirante. Les citations de leurs œuvres, par exemple, « La vie n'est qu'un instant, sa vocation est le service d'autrui » chez Marc Aurèle, pullulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux où elles rencontrent un large écho. C'est un peu comme si ces grands anciens continuaient à nous parler depuis leur époque lointaine, nous rassurant sur le fait que nos difficultés ne sont pas uniques et que la voie de la sagesse demeure accessible à qui veut s'y engager. 5. Un contrepoids, idéal à la modernité stressante. Nous vivons dans une ère d'hyperconnexion où l'information est disponible en continu, où le stress professionnel, la pression sociale et les injonctions au bonheur rapide se multiplient. Dans ce contexte, le stoïcisme agit comme un remède. Il incarne la retenue, la sobriété, la modération. Il encourage à se concentrer sur l'essentiel, à ignorer le brouhaha des vanités extérieures.
Pour beaucoup, c'est une bouée de sauvetage dans un océan de distractions et de sollicitations. Des conférenciers, des coachs, des psychologues positifs trouvent dans le stoïcisme un terreau fertile pour proposer des méthodes de gestion du stress et de développement personnel. Les fameux exercices stoïciens, visualisation négative, journaling, méditation sur la mort, ont fait leur entrée dans les manuels de self-help, transformés parfois en routine matinale pour cadres pressés. Le mot stoïcien est même devenu un adjectif valorisant. On dira d'une personne calme dans la tempête qu'elle a une attitude stoïcienne, ce qui sous-entend une maîtrise de soi hors norme, une certaine noblesse. Naturellement, cela suscite l'adhésion de tous ceux qui aspirent à une meilleure maîtrise d'eux-mêmes. 6. L'illusion d'un contrôle total sur soi. Enfin, il faut signaler un point crucial. Le stoïcisme donne à qui le pratique l'impression, ou la promesse, d'atteindre un contrôle total sur soi-même. On parle souvent de la volonté ferme, de la détermination inébranlable, de la capacité à encaisser les coups durs sans broncher. Cette perspective exerce une fascination profonde, car elle suggère que rien, ou presque, ne peut nous abattre si nous savons préserver cette flamme intérieure. C'est peut-être là que réside le germe de ce que j'appelle le côté sombre, car cette quête d'autocontrôle, si elle est poussée à l'extrême, peut devenir un piège. Nous verrons dans les chapitres suivants comment l'exigence de perfection stoïcienne, mal comprise, peut conduire à un épuisement mental ou à un déni de certaines dimensions essentielles de la vie, comme le besoin de partager ses émotions, la valeur de la vulnérabilité, etc. En somme, on pourrait résumer la fascination pour le stoïcisme en un mot: pragmatisme. C'est une philosophie qui promet la paix de l'âme par la rationalité, qui se réclame d'une éthique forte et universelle, qui est soutenue par le charisme de figures historiques admirables et qui apporte un antidote à la frénésie moderne. Si tant de personnes s'y intéressent aujourd'hui, c'est aussi parce que notre société est en quête d'une boussole stable au milieu des incertitudes. Et le stoïcisme se présente, à bien des égards, comme un repère sûr, éprouvé par le temps. Pourtant, dans cette quête de sérénité et de force intérieure, tout n'est pas rose. Il existe des exigences parfois démesurées, des interprétations abusives, voire des risques de passer à côté de la complexité émotionnelle qui fait le sel de la vie. Avant de développer en détail ces limites, commençons par évoquer un aspect central, l'exigence extrême que le stoïcisme impose à l'individu. Est-il vraiment possible de vivre selon une norme aussi haute, sans y laisser des plumes? C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Chapitre 2. L'exigence extrême. Un modèle surhumain? Il n'est pas rare, en lisant les textes des stoïciens, d'avoir l'impression qu'ils décrivent une sorte de sage idéal, quasi infaillible. Les stoïciens eux-mêmes ne s'en cachaient pas. Épictète parlait du sage parfait comme d'un horizon à atteindre, même s'il admettait que peu de gens y parviendraient. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, évoquait ce but ultime, tout en reconnaissant qu'il n'était sans doute pas lui-même parvenu à ce niveau de vertu. Quant à Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, il formulait régulièrement des exhortations à être bon, juste, fort, indifférent aux choses extérieures, d'une façon qui peut parfois sembler héroïque, voire intenable pour le commun des mortels. Cette aspiration à un idéal de sagesse est tout à fait louable. Elle nous pousse à l'excellence, à la discipline, à ne pas céder à la facilité. Mais elle comporte un risque, la possibilité que, fascinés par cette image d'un stoïcien inébranlable, nous développions une forme d'obsession ou de culpabilité à chaque fois que nous ne collons pas à ce modèle. Nous pourrions même tomber dans le piège de l'autoflagellation dès qu'une émotion nous submerge ou que nous commettons la moindre erreur de jugement. Dans ce chapitre, nous allons examiner de plus près cette exigence extrême et en déterminer les forces comme les faiblesses. Une ambition noble, devenir meilleur, rechercher l'excellence morale et la vertu est au cœur du stoïcisme. Les stoïciens considéraient que l'unique bien véritable est la vertu, c'est-à-dire la rectitude de l'âme, la cohérence entre nos pensées et nos actes, la fidélité à nos valeurs. Dans une société où l'on court souvent après la richesse, la renommée ou les plaisirs, cette position a quelque chose de profondément inspirant. Elle nous rappelle que l'essentiel ne se situe pas hors de nous,
mais dans la qualité même de notre caractère. Le courage nous invite à affronter les difficultés sans fuir, à regarder le danger ou la douleur en face. La justice nous pousse à traiter autrui équitablement, à respecter les principes moraux dans nos décisions, quelles que soient les conséquences pour nous. La tempérance, ou modération, nous incite à ne pas être esclaves de nos pulsions, à mesurer nos désirs pour mieux en jouir ou en disposer. La sagesse enfin, ou prudence, correspond à la capacité de discerner ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, de faire preuve de raison avant d'agir. À première vue, qui ne souhaiterait pas développer ses vertus? Sur le plan individuel, cela renforce notre estime personnelle. Sur le plan collectif, cela améliore potentiellement la société. Les stoïciens n'ont jamais prétendu que c'était facile, mais ils ont affirmé que c'était la seule voie pour atteindre la sérénité intérieure, l'eudémonia, bonheur, prospérité de l'âme, qu'ils recherchaient. 2. Le risque du perfectionnisme. Toutefois, la ligne est mince entre la recherche sincère de la vertu et le perfectionnisme oppressant. Plusieurs phénomènes peuvent se produire. La culpabilité permanente. Si je considère que tout écart de conduite, toute émotion négative ou tout doute est un échec à être stoïcien, je peux rapidement me sentir submergé par un sentiment d'inadéquation. Le jugement sévère envers autrui, en m'efforçant de vivre conformément aux idéaux stoïciens, je peux devenir intolérant face à ceux qui n'y parviennent pas. Je les juge rapidement comme faibles ou non éclairés. Le refoulement émotionnel, pour rester fidèle à l'image du stoïcien parfaitement impassible, je pourrais commencer à nier mes émotions ou mes besoins, au risque de créer des tensions internes. À travers les lettres de Sénèque, on comprend qu'il était lui-même conscient de ce danger. Il avouait ne pas être un sage accompli et encourageait Lucilius à progresser pas à pas, sans prétendre atteindre la perfection du jour au lendemain. Les stoïciens parlaient souvent de cette distinction entre le sage idéal et l'apprenti, celui qui s'efforce de progresser. Mais dans l'enthousiasme, les adeptes modernes ont parfois tendance à oublier cette nuance et à se fixer des standards inatteignables. 3. Tension entre stoïcisme et nature humaine. L'une des critiques courantes adressées au stoïcisme est qu'il demande un contrôle excessif sur la nature humaine. La question se pose, sommes-nous réellement faits pour une telle maîtrise? Après tout, l'être humain est, par définition, un être émotionnel et vulnérable. Les neurosciences contemporaines nous rappellent que nos comportements sont le fruit d'une interaction complexe entre rationnel et irrationnel, conscient et inconscient, biologique et psychologique. Les stoïciens répondraient que leur philosophie n'a jamais prétendu nier la nature humaine, mais plutôt l'éduquer. Pour eux, les émotions, tout en étant naturelles, doivent être soumises à la raison, car autrement, elles deviennent des passions destructrices. Ils préfèrent cultiver des sentiments rationnels, l'amitié, la bienveillance, la gratitude, plutôt que des passions incontrôlées, la colère, la jalousie, la cupidité. Néanmoins, lorsqu'on lit certains stoïciens, on sent un haut degré de suspicion envers les émotions. Épictète, par exemple, insiste constamment sur le fait que ce n'est pas l'événement en soi qui nous trouble, mais l'opinion que nous avons de l'événement. Cela reste pertinent, mais peut laisser croire que toutes nos peines relèvent d'une erreur de jugement. Une telle position peut nourrir un inconfort chez ceux qui vivent des détresses émotionnelles ou des traumatismes puissants, car ils risquent de se sentir incompris ou blâmés pour leurs souffrances. 4. Pression sociale et image de soi. Dans le monde moderne, où les réseaux sociaux valorisent la réussite et la présentation parfaite de soi, le stoïcisme peut involontairement se transformer en un levier supplémentaire de pression. Sur Instagram, par exemple, on voit fleurir des comptes qui prônent la stoïque attitude. On y retrouve des clichés d'individus menant une vie minimaliste, se levant à l'aube, gérant efficacement leur temps, pratiquant la méditation et sirotant un café noir en lisant Marc Aurèle. Or, si d'un côté ces images peuvent inspirer, de l'autre, elles peuvent encourager une certaine forme de compétition silencieuse. Qui est le plus stoïque? Qui parvient le mieux à ignorer les aléas du sort? Cela crée une sorte d'orthorexie philosophique, où l'individu recherche la pureté, la perfection,
sans jamais s'autoriser de faille. Le paradoxe, c'est que les textes stoïciens originaux insistent plutôt sur l'importance de ne pas se soucier du regard d'autrui. Mais dans la pratique, beaucoup de gens vont évaluer leur réussite stoïcienne selon les réactions et l'approbation de leur entourage ou de leur communauté en ligne. Cela génère un décalage entre le principe, se libérer du jugement extérieur, et la réalité, se montrer irréprochable pour être validé par ce même regard. 5. L'épuisement mental. Parmi les conséquences possibles de cette quête d'un idéal surhumain, on retrouve l'épuisement mental ou même le burn-out philosophique. Pourquoi? Parce que tenter d'être constamment dans la maîtrise, la vigilance et l'auto-analyse requièrent une énergie considérable. Il faut être attentif à ses pensées, ses réactions, ses paroles, et corriger immédiatement celles qui ne s'accordent pas avec la raison stoïcienne. Pour certaines personnes, ce processus est naturel et même vivifiant. Elles trouvent du plaisir à observer leurs pensées, à se perfectionner. Pour d'autres, cela peut devenir un terrain de stress, surtout si elles ont déjà une tendance à l'anxiété ou au doute permanent. Les psychologues le confirment, la surveillance excessive de soi peut aggraver la rumination, l'autocritique et, in fine, mener à l'épuisement. Bien sûr, les stoïciens conseillaient la modération dans tout, y compris dans la recherche de la vertu. Mais quand on puise dans leur discours la vision du sage parfait, on prend le risque de s'imposer un standard trop élevé, aboutissant à un sentiment d'échec répété. 6. Le stoïcien doit-il être un surhomme? Pour répondre à la question de ce chapitre, le stoïcisme exige-t-il un modèle surhumain? On peut apporter quelques nuances. Les stoïciens eux-mêmes parlaient d'un idéal rarement atteint. Ils ne s'illusionnaient pas sur la difficulté de la tâche. Sénèque se décrivait comme un malade en convalescence, montrant qu'il était encore loin de la guérison, la sagesse totale. La force du stoïcisme réside en partie dans cette tension vers l'idéal. Il fonctionne comme une étoile polaire qui oriente notre navigation intérieure, même si nous ne la rejoignons jamais tout à fait. Le danger surgit quand on oublie la distinction entre l'idéal et la réalité pratique. Vouloir incarner le sage parfait à chaque instant peut mener à l'orgueil ou à la déception continue. Ainsi, le stoïcisme ne demande pas formellement à chacun d'être un surhomme. Il propose plutôt un modèle d'excellence qu'il considère comme le summum de la vie morale. C'est à chacun d'ajuster ses attentes, de se rappeler qu'il y a une différence entre tendre vers le mieux et exiger de soi la perfection. 7. Apprendre de la tradition des exercices spirituels. Une façon d'aborder cette question sans tomber dans l'extrême est de se souvenir que le stoïcisme, dans l'Antiquité, s'apprenait par la pratique régulière d'exercices spirituels. Le discours intérieur, consistant à se parler à soi-même pour s'encourager et se guider vers la vertu. L'examen de conscience, le soir, pour analyser la journée passée, repérer ses erreurs, s'en instruire et tenter de s'améliorer. La visualisation négative, destinée à imaginer les épreuves qui pourraient survenir, afin de s'y préparer mentalement. Le memento mori, rappel de la mort, pour garder à l'esprit la valeur précieuse de chaque instant. Ces exercices avaient pour but de façonner progressivement l'âme stoïcienne, et non de la transformer du jour au lendemain. On est loin d'un système qui punirait immédiatement tout manquement ou toute faiblesse. Au contraire, on y voit un processus d'apprentissage, une discipline qui s'installe petit à petit. Cette vision progressive peut nous aider à relativiser la dimension surhumaine du stoïcisme. On ne naît pas stoïcien parfait, on le devient à force d'entraînement et de recul sur soi. 8. Vers une vision équilibrée de l'exigence stoïcienne. Pour conclure ce chapitre, disons que l'un des côtés sombres du stoïcisme peut résider dans l'excès d'exigence. Si l'on oublie que l'idéal stoïcien est, pour la plupart d'entre nous, un objectif asymptotique, que l'on ne fait qu'approcher sans jamais l'atteindre, on risque de se mettre une pression démesurée. On court alors le risque de condamner nos émotions ou notre humanité comme des faiblesses à éradiquer, ce qui, au lieu de nous libérer, pourrait bien nous rendre prisonniers d'un dogmatisme intérieur. Cependant, utilisé avec sagesse, l'idéal élevé proposé par les stoïciens peut être un formidable moteur de progression personnelle. Il nous tire vers le haut,
nous pousse à dépasser nos peurs et nos attachements superficiels. Tant qu'on garde à l'esprit que l'échec ou les écarts de conduite ne sont pas des fautes irrémédiables, mais des occasions de s'améliorer, nous évitons la dérive perfectionniste. Dans le prochain chapitre, nous aborderons un autre aspect souvent mal compris du stoïcisme, le détachement émotionnel. Nombreux sont ceux qui pensent que, pour être stoïcien, il faut devenir de pierre. Nous verrons que cette interprétation peut devenir dangereuse et conduire à des conséquences néfastes dans nos relations. Serons-nous condamnés à l'indifférence pour rester stoïques? Ou y a-t-il une voie plus nuancée? Chapitre 3. Le détachement émotionnel. Risque pour les relations. S'il y a bien un cliché qui colle à la peau des stoïciens, c'est l'idée qu'ils sont impassibles. L'expression « rester stoïque » est aujourd'hui synonyme de « ne montrer aucune émotion », voire « être insensible ». À l'origine, la doctrine stoïcienne considère effectivement que la paix intérieure se construit en affranchissant son âme des passions. Pourtant, il convient de distinguer la volonté de ne pas être dominé par ses émotions de l'idée de ne pas ressentir d'émotion du tout. Dans ce chapitre, nous allons voir comment le détachement, principe clé du stoïcisme, peut, lorsqu'il est mal compris, nuire à la qualité de nos relations. Nous explorerons aussi la manière d'intégrer un détachement intelligent dans notre vie, sans tomber dans la froideur inhumaine. 1. Que signifie vraiment détachement pour les stoïciens? Selon les stoïciens, la souffrance provient en grande partie de nos jugements erronés ou de nos attachements aux choses extérieures. Pour ne pas être la marionnette de nos émotions, nous devons comprendre que ce qui ne dépend pas de nous, fortune, réputation, possession, santé parfois, ne doit pas nous affecter au point de nous rendre malheureux. Il s'agit de porter un regard serein sur le monde, en reconnaissant que les événements sont neutres jusqu'à ce que nous leur accordions une coloration positive ou négative. Épictète nous rappelle, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Marc Aurèle insiste souvent sur la nécessité de voir la réalité telle qu'elle est, sans y projeter inutilement nos peurs ou nos désirs. Le détachement n'est donc pas l'absence d'émotion, mais la prise de conscience que nos désirs et aversions ne doivent pas devenir nos maîtres. Les stoïciens, comme tout un chacun, pouvaient ressentir de la tristesse, de la joie ou de la colère, mais leur objectif était de ne pas se laisser submerger ou déstabiliser par ces émotions, au point d'agir contre la raison. 2. Le risque d'une interprétation extrême, la froideur et l'indifférence. Pourtant, si nous prenons ces principes au pied de la lettre, nous pouvons déraper vers une interprétation plus radicale, minimiser la souffrance d'autrui. Après tout, la douleur n'est qu'un jugement. S'il souffre, c'est de sa faute. Nier nos propres besoins affectifs. Je ne dois rien ressentir, car ce serait contraire à la maîtrise stoïcienne. Refuser toute empathie. Aider l'autre, c'est peut-être se rendre dépendant de sa reconnaissance ou de son malheur. Autant rester neutre. Cette dérive renforce la caricature du stoïcien sans cœur, tellement focalisé sur son équilibre personnel qu'il ne veut pas s'encombrer des drames du monde. Or, ce n'est pas l'esprit originel du stoïcisme. Les stoïciens revendiquaient, au contraire, l'idée de cité universelle, cosmopolitisme. Nous sommes tous citoyens du monde, responsables les uns des autres. C'est un engagement éthique fort qui suppose de l'empathie et de la bienveillance. Cependant, dans la pratique contemporaine, certaines personnes, adoptant une vision trop rigide du détachement, risquent de nuire à leurs relations familiales, amicales ou amoureuses, par manque d'écoute ou de compassion. Les proches peuvent les percevoir comme distants, voire insensibles, ce qui crée des incompréhensions douloureuses. 3. Les relations humaines, un enjeu inévitable. Le stoïcisme antique considérait déjà l'humain comme un être social. Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas non plus à l'abeille ». Sous-entendu, le bien individuel ne peut se séparer du bien commun. Mais dans une perspective de détachement, il s'agit de ne pas faire dépendre notre bonheur de l'approbation ou de l'amour d'autrui. Nous pouvons aimer nos proches, mais nous devons être prêts à l'éventualité de leur perte ou de leur absence. Ce principe
bien que sage dans l'absolu, peut dérouter. Comment dire à un parent éploré qu'il ne doit pas s'attacher à son enfant? Comment expliquer à un conjoint que si l'autre le quitte, il ne doit pas en souffrir? La nuance stoïcienne, c'est d'accepter la peine tout en ne la laissant pas nous détruire. Mais sur le terrain, cette posture exige beaucoup de force psychologique et peut donner l'impression que l'on minimise l'importance des liens affectifs. 4. Les malentendus entre bienveillance et détachement. Il arrive que des stoïciens modernes se fassent accuser de déni d'émotion lorsqu'ils tentent de consoler un ami en difficulté. Par exemple, si un ami est très anxieux à l'idée de perdre son emploi, le stoïcien pourra rétorquer « La peur du licenciement est un jugement que tu portes. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi, ta performance, ton réseau, tes opportunités. » Certes, ce conseil se veut pragmatique, mais si la personne en face a d'abord besoin d'être entendue, réconfortée, reconnue dans sa vulnérabilité, elle percevra ce détachement comme un manque d'empathie. Elle peut même l'interpréter comme un jugement implicite. Si tu souffres, c'est parce que tu n'as pas la bonne attitude. Ainsi, sans vouloir mal faire, le stoïcien malhabile dans sa communication peut refroidir ses relations et se couper de l'émotion de l'autre qui se sent incomprise. 5. Les conséquences sur la vie affective. Le détachement émotionnel peut également poser des difficultés dans la vie amoureuse. Distance perçue. Si l'on explique à son partenaire que l'on pratique le stoïcisme et que l'on veut éviter de dépendre affectivement de lui ou d'elle, l'autre peut se sentir peu valorisé ou non essentiel à nos yeux. Crainte de la vulnérabilité. Le stoïcien qui s'interdit tout excès d'attachement peut refuser de se livrer complètement au risque de ne jamais créer de lien profond. Incompréhension mutuelle. Certains conflits sont inhérents aux relations humaines. Les éviter systématiquement par la rationalisation peut priver le couple d'un dialogue sincère sur ses émotions. Dans les faits, beaucoup de stoïciens contemporains ne vivent pas en ermite émotionnel. Ils ont des familles, des conjoints, des amis et savent faire preuve de tendresse ou de joie. Mais ils doivent veiller à ne pas brandir le détachement comme un bouclier qui justifierait l'évitement des sentiments. 6. L'art de la mesure, entre compassion et non-dépendance. Il existe une voie médiane, plus conforme à l'éthique stoïcienne originelle, qui allie compassion pour autrui et non-dépendance envers les aléas de la vie. Ainsi, il est possible d'aimer sincèrement une personne, de s'impliquer à fond dans une relation, tout en conservant au fond de soi la conscience que rien n'est éternel, que tout est sujet au changement. La compassion stoïcienne, elle consiste à aider autrui quand on le peut, à l'écouter avec empathie, tout en gardant à l'esprit que ni sa détresse, ni mon soutien ne me définissent totalement. La non-dépendance, elle nous rappelle qu'il est sain de s'investir dans une relation, mais qu'on ne doit pas faire reposer tout notre équilibre sur l'autre. En cas de rupture, nous souffrirons, mais nous ne perdrons pas le sol sous nos pieds. Cette posture réclame de la flexibilité émotionnelle. Accepter de ressentir tristesse, joie, colère, amour, sans s'y identifier au point d'en perdre sa raison ou son discernement. Plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais c'est précisément là que réside la pratique stoïcienne, s'entraîner à garder son cap intérieur malgré la houle des émotions, sans pour autant s'aveugler sur leur existence. 7. Comment éviter de tomber dans la froideur? Écouter avant de conseiller. Lorsque quelqu'un nous fait part d'une peine ou d'un souci, il est plus utile de montrer d'abord qu'on comprend son émotion, plutôt que de lui asséner directement une leçon stoïcienne. Reconnaître ses propres émotions. Être stoïcien ne signifie pas jouer au robot. Il est essentiel de reconnaître quand on est triste, frustré ou inquiet. L'important est de ne pas laisser ces émotions diriger nos actes de manière irréfléchie. Accepter sa vulnérabilité. Le stoïcien n'est pas invulnérable, il est simplement conscient des limites de son contrôle. Admettre que nous pouvons être blessés fait aussi partie de la démarche. Valoriser la compassion. Se souvenir que le stoïcisme classique invite à la solidarité humaine. Pratiquer le détachement, oui, mais sans rompre le lien social et affectif. 8. Le détachement émotionnel comme force positive.
Malgré tout, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le détachement stoïcien, correctement compris, est une force. Il nous protège de la manipulation émotionnelle, nous aide à rester lucide en période de crise et nous rend disponibles pour aider les autres de manière constructive. Dans le contexte actuel où les sources d'angoisse sont multiples, économie, environnement, politique, apprendre à ne pas se laisser happer par chaque nouvelle alarmante est un atout précieux. De plus, ce détachement nous pousse à relativiser les petites contrariétés du quotidien. Un retard, une dispute passagère, une critique injuste. Au lieu de ressasser ces désagréments, nous pouvons prendre de la hauteur et consacrer notre énergie à ce qui compte vraiment. En conclusion, le détachement émotionnel à la manière stoïcienne est un exercice subtil. Mal interprété, il peut devenir synonyme de froideur, d'indifférence et détériorer nos liens sociaux. Bien maîtrisé, il nous enseigne à maintenir une stabilité intérieure sans fermer notre cœur aux autres. Ce n'est pas un rejet de l'émotion, mais une régulation de celle-ci afin qu'elle ne nous asservisse pas. Dans le prochain chapitre, nous poursuivrons notre réflexion sur la façon dont le stoïcisme peut être inadapté, voire mal adapté, à certaines situations modernes. Alors que le détachement peut déjà paraître problématique dans certains cas, nous verrons que certains défis contemporains dépassent parfois le cadre auquel les stoïciens étaient habitués. Faut-il alors adapter la philosophie stoïcienne ou considérer qu'elle est, sur certains points, obsolète? Chapitre 4. Une philosophie mal adaptée à certains contextes modernes. Le stoïcisme est né dans un monde antique où les structures sociales, politiques et économiques différaient sensiblement de celles que nous connaissons aujourd'hui. Même si ces principes fondamentaux, la vertu, la maîtrise de soi, la raison, conservent une portée universelle, il serait naïf de croire que tout s'applique tel quel, sans adaptation. Certains défis contemporains n'ont pas d'équivalent direct dans l'Antiquité ou prennent une forme tellement différente que les réponses stoïciennes traditionnelles peuvent sembler incomplètes, voire inadaptées. Dans ce chapitre, nous examinerons plusieurs de ces contextes modernes où la simple application de recettes stoïciennes pourrait ne pas suffire. Nous verrons ensuite qu'il est possible de les compléter ou de les ajuster, afin d'éviter un décalage trop grand entre la théorie et la réalité. 1. Les pressions économiques et sociales du XXIe siècle. Dans la Rome antique, les citoyens libres, surtout ceux qui avaient le loisir de se consacrer à la philosophie, disposaient d'un statut social et de ressources relativement stables. Certes, les aléas politiques, guerres, complots ou les risques de pauvreté existaient, mais la structure de la société connaissait moins de mobilité qu'aujourd'hui. L'appartenance à une classe déterminait souvent toute la vie d'un individu. À l'inverse, le monde contemporain est caractérisé par une compétitivité économique et un stress professionnel élevé. On peut perdre son emploi du jour au lendemain, changer de carrière, être confronté à des reconversions forcées, subir des pressions financières ou encore devoir faire face à un coût de la vie exponentiel dans certaines régions du globe. La réponse stoïcienne la plus courante serait de rappeler que notre valeur ne dépend pas de notre emploi ni de notre niveau de revenu. On insisterait également sur le fait que la peur de la perte est un jugement négatif qui nous empêche de voir les opportunités. La limite de cette réponse, c'est qu'elle ne prend pas toujours en compte la détresse matérielle concrète. Si vous avez une famille à nourrir, des dettes à rembourser, et qu'on vous annonce un licenciement, vous pouvez certes travailler votre détachement intérieur, mais cela ne résoudra pas l'urgence de la situation. En d'autres termes, face à la précarité, la philosophie stoïcienne offre avant tout un relais moral, rester digne, ne pas céder à la panique, mais elle ne propose pas de solution pratique à la question « Comment payer mes factures ?» Certains stoïciens contemporains invitent alors à la créativité, à la débrouillardise, au soutien mutuel. Mais on constate qu'on sort du stoïcisme pur pour entrer dans des considérations sociales et économiques plus larges. 2. Les enjeux de santé mentale. La santé mentale est une thématique devenue centrale dans nos sociétés. L'anxiété, la dépression, les troubles du comportement alimentaire ou les addictions constituent des défis majeurs, souvent alimentés par le rythme de vie moderne, les réseaux sociaux et la surcharge d'informations négatives.
Dans l'Antiquité, bien que des formes de détresse psychologique aient existé, peur, mélancolie, phobie, la connaissance scientifique du cerveau et des troubles mentaux était évidemment limitée. Les stoïciens pouvaient à bien recommander l'introspection, l'autodiscipline, la raison pour lutter contre ces états, mais ils ne disposaient pas des outils thérapeutiques qui existent aujourd'hui, psychothérapie, médicaments, etc. La réponse stoïcienne classique dirait « change ta perception, identifie les croyances irrationnelles, focalise-toi sur ce qui dépend de toi et laisse de côté le reste ». La limite, c'est que certaines pathologies, une dépression sévère, un trouble bipolaire, un état anxieux généralisé, ne peuvent pas toujours se résorber par la seule force de la volonté ou de la réflexion philosophique. Il faut parfois un accompagnement médical, un soutien psychologique, voire une hospitalisation. Si un individu souffrant de dépression lit Marc Aurèle, il peut y trouver un réconfort et une inspiration. Mais s'il échoue à appliquer les préceptes stoïciens parce que sa chimie cérébrale l'empêche de ressentir tout espoir, il risque de se sentir coupable ou incompétent. Cela illustre le danger de vouloir appliquer, tel un remède universel, une doctrine née il y a 2000 ans, sans tenir compte des avancées de la médecine moderne. 3. Les luttes sociales et politiques. Le stoïcisme prône la justice, l'équité, la vertu. Il encourage à s'engager pour le bien commun, comme le rappelle Marc Aurèle lorsqu'il invoque notre devoir envers la grande cité de l'humanité. Cependant, historiquement, on a pu reprocher à certains stoïciens de l'Antiquité, notamment Sénèque, de rester trop proches du pouvoir et de ne pas toujours contester les injustices systémiques. L'esclavage, par exemple, était largement toléré, même si des stoïciens comme Épictète en étaient victimes. Aujourd'hui, les luttes sociales, pour les droits civiques, l'égalité homme-femme, la protection de l'environnement, etc., exigent souvent une indignation forte et une mobilisation collective. Cette indignation peut paraître contradictoire avec l'idée de se détacher émotionnellement des événements extérieurs. La posture stoïcienne demanderait plutôt « sois juste toi-même et fais de ton mieux pour changer ce qui dépend de toi », sans te mettre en colère ni te laisser emporter par la haine. La difficulté, c'est que nombre de mouvements sociaux s'appuient sur une forme de colère légitime pour faire bouger les lignes. Se contenir peut être vu comme un manque de solidarité ou un refus de s'indigner face à l'injustice. De plus, le stoïcisme considère la vertu comme un effort individuel, alors que beaucoup de problématiques modernes, racisme, sexisme, pauvreté, sont systémiques. Agir seul, à sa propre échelle, est nécessaire mais pas toujours suffisant. Cela ne signifie pas que le stoïcisme est incompatible avec les mouvements collectifs, simplement qu'il ne fournit pas automatiquement une doctrine d'action sociale structurée. Les adeptes modernes devront donc adapter la philosophie stoïcienne pour y intégrer une dimension collective plus marquée. 4. L'hyperconnexion et l'information continue. Les stoïciens nous encouragent à ne pas nous laisser affecter par les événements que nous ne contrôlons pas. Or, dans le monde actuel, nous sommes bombardés de nouvelles tragiques, anxiogènes, venues du monde entier. La moindre catastrophe, le moindre conflit fait instantanément la une des médias et des réseaux sociaux, suscitant compassion ou indignation. La réaction stoïcienne pourrait être « Ce tremblement de terre à l'autre bout du monde ne dépend pas de moi. Je ne dois pas me laisser submerger par l'angoisse. » La limite, c'est que, si nous réagissons ainsi à chaque catastrophe, nous risquons de développer une forme de désensibilisation ou d'indifférence, au point de ne plus mobiliser aucune aide ou solidarité concrète. De plus, l'exposition continue aux informations de toutes sortes peut saturer notre attention et notre énergie mentale. Le stoïcien peut choisir de se couper partiellement de cette surcharge, en limitant sa consommation médiatique pour préserver son calme. Mais ce retrait, s'il est trop radical, peut conduire à une ignorance des grands enjeux de son époque, ce qui va à l'encontre de l'idéal stoïcien de la participation à la vie de la communauté. Le défi est donc de trouver un équilibre, s'informer suffisamment pour agir, aider et rester connecté au monde sans pour autant se laisser engloutir par l'anxiété générée par la surexposition au drame planétaire. 5. Le marché du développement personnel.
Enfin, l'essor du stoïcisme dans la culture populaire est étroitement lié au marché florissant du développement personnel. Des auteurs, conférenciers, coachs s'emparent de principes stoïciens pour les vulgariser sous forme de méthodes rapides, 7 clés pour devenir stoïque ou Comment vaincre la peur grâce à Marc Aurèle. Bien que cela participe à faire connaître la philosophie stoïcienne, cela crée aussi un risque de déformation. On transforme le stoïcisme en un simple outil de performance axé sur la réussite individuelle et l'efficacité au travail. Cette interprétation superficielle laisse de côté le volet éthique et altruiste et parfois renforce le culte du « moi d'abord ». De plus, le public peut être séduit par la promesse d'un stoïcisme facile et miracle, alors que la doctrine demande un travail de longue haleine, une remise en question profonde et une réévaluation constante de nos priorités. On assiste donc à une simplification excessive où la philosophie se réduit à quelques citations chocs, décontextualisées et réutilisées comme slogan. 6. Faut-il conclure à l'obsolescence du stoïcisme? Face à ces difficultés d'adaptation, on pourrait être tenté de déclarer que le stoïcisme appartient au passé et qu'il ne répond plus adéquatement aux défis du présent. Ce serait, à mon sens, un constat hâtif. Car le stoïcisme conserve de nombreux atouts. Sa clarté éthique. Il rappelle l'importance de la vertu, du devoir, de la responsabilité personnelle. Son exigence de rationalité. Il incite à distinguer l'essentiel du superflu, à ne pas céder aux pulsions ni aux manipulations. Sa dimension pratique, il offre des exercices concrets pour cultiver la constance, la résilience et le détachement intelligent. Cependant, le stoïcisme doit être revisité et complété par les apports de la psychologie contemporaine, de l'analyse sociopolitique et d'une ouverture aux enjeux globaux. Les anciens stoïciens ne pouvaient pas prévoir l'éclatement des empires, la révolution numérique, l'urbanisation de masse ou l'émergence de nouvelles pathologies mentales liées à nos modes de vie. On ne peut pas simplement reproduire à la lettre ce qu'ils prônaient dans leurs traités. Il faut injecter dans le stoïcisme une dose de modernité, lui permettre d'évoluer avec son temps sans trahir son noyau dur. C'est un chantier passionnant pour ceux qui se réclament de cette philosophie aujourd'hui. 7. Les stoïciens anciens avaient déjà des indices. Il serait faux de dire que les stoïciens antiques étaient totalement enfermés dans leur époque. Certains éléments montrent qu'ils anticipaient déjà la nécessité de s'adapter. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, répond à des questions très concrètes sur la vie quotidienne, le rapport au pouvoir, la gestion du temps, les distractions. Il admet que la philosophie doit s'insérer dans la vraie vie, pas seulement rester un discours théorique. Épictète, en tant qu'esclave affranchi, aborde la situation particulière de ceux qui n'ont pas de contrôle sur leurs conditions matérielles ou politiques. Il insiste sur la liberté intérieure, démontrant que le stoïcisme peut être pratiqué même quand on est défavorisé, bien qu'il ne conteste pas l'institution de l'esclavage en elle-même. Marc Aurèle, dirigeant impérial, se confronte à la nécessité de gouverner un empire vaste et hétérogène, avec ses tensions frontalières, ses complots internes, ses épidémies. Il s'interroge constamment sur la meilleure façon d'être un souverain juste, tout en restant un individu vertueux. Ces exemples suggèrent que le stoïcisme n'est pas qu'une théorie figée, c'est aussi une éthique de l'adaptation. Chaque stoïcien adapte ses principes aux circonstances singulières de sa vie. C'est cette souplesse que nous devons prolonger aujourd'hui face aux enjeux modernes. 8. Vers un stoïcisme contemporain et engagé. En conclusion, la philosophie stoïcienne est loin d'être inutile ou obsolète, mais elle ne constitue pas un kit de survie entièrement prêt à l'usage pour les contextes du XXIe siècle. Elle gagne à être combinée avec les découvertes de la psychologie et de la psychiatrie pour mieux appréhender la souffrance psychique et l'accompagner, une conscience sociale et politique permettant de dépasser l'approche purement individuelle des problèmes et d'envisager un engagement plus collectif. Une lecture critique des textes antiques pour en extraire les principes universels sans y rechercher des solutions clés en main. Le prochain chapitre abordera spécifiquement les mauvaises interprétations modernes du stoïcisme et leurs conséquences. Nous verrons comment certains discours
sous couvert de promouvoir la force de caractère ou la persévérance, déforment le sens premier de la philosophie et l'instrumentalisent à des fins parfois discutables. L'idée sera de distinguer un stoïcisme authentique, humaniste et empathique, des dérives qui le transforment en simple slogan de performance ou de détachement froid. Merci d'avoir regardé cette première partie du côté obscur du stoïcisme sur Visiolophie. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté de nouvelles perspectives. La seconde partie arrive très bientôt et promet d'être encore plus captivante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne rien manquer. À très vite.